Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde au Moyen-Orient pour ce jeudi, le 4 juillet 2024. On commence notre sélection avec cette information. Un nouveau gouvernement sous la présidence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a prêté serment hier devant le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, au palais présidentiel de l'Ittihadiyya. Il s'agit d'un renouvellement presque complet du gouvernement avec 22 changements lors d'une première rencontre avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et son nouveau cabinet. Le président de la République a appelé le nouveau gouvernement à prioriser l'allègement des problèmes qui pèsent sur les citoyens et le développement des secteurs de la santé et de l'éducation. Pour plus de détails, voici un commentaire. La grande nouveauté du nouveau cabinet est la nomination de 2 vice-premiers ministres, à savoir Kamel El Wazir, chargé des affaires industrielles, et Khaled Abdel Ghaffar, chargé des affaires du développement humain. Le remaniement a témoigné de nombreuses réformes au niveau du personnel, mais aussi des portefeuilles ministériels. Les grands changements comprennent, entre autres, la nomination de l'ambassadeur Badr Abdelghati au ministère des Affaires étrangères, qui fusionnera avec le ministère de l'Immigration. Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme au ministère de la Solidarité sociale. Aux finances, Ahmed Kojok. Sherif Cherbini, le président de la compagnie de la nouvelle capitale administrative, prend le ministère du logement. Sherif Farou a été nommé à la tête du ministère de l'approvisionnement. Enfin, Oussama Al-Azhari devient le ministre des Waqf, c'est-à-dire des biens religieux. L'économiste et membre du conseil d'administration de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Al-Khatib, est nommé ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, tandis que le procureur général adjoint, Abdel Tanjari, est nommé ministre de la Justice. Président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile, président de l'Académie des sciences de l'aviation, Sameh El-Hetni, sera le nouveau ministre de l'aviation civile. Le conseiller Mahmoud Fawzi, qui a dirigé la campagne électorale du président El-Sisi aux dernières élections présidentielles, recueille, lui, le nouveau portefeuille des affaires parlementaires, juridiques et de la coordination politique. Au total, 22 portefeuilles ministériels ont changé de main et 23 nouveaux vice-ministres ont été nommés. Au sein de ce gouvernement, 3 nouveaux ministères sont issus de fusion. Ainsi, l'immigration a été liée au ministère des Affaires étrangères, la planification et le développement économique à la coopération internationale et le commerce et l'industrie a été affilié au transport. Le nouveau gouvernement a aussitôt tenu sa première réunion au siège du Conseil des ministres à la nouvelle capitale administrative. Il présentera son programme au Parlement le lundi 8 juillet. Et bombardement sur la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens fuient dans le sud. L'armée israélienne a bombardé hier la bande de Gaza où les combats se poursuivent, notamment dans le nord, pendant que des milliers de Palestiniens fuient dans le sud après un ordre d'évacuation qui fait craindre une nouvelle opération militaire d'envergure. Après avoir annoncé le 23 juin que la fin de la phase intense de la guerre était proche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé mardi que celle-ci ne s'achèverait qu'une fois atteints ses objectifs, dont la destruction du Hamas et la libération de tous les otages enlevés le 7 octobre lors de l'attaque menée par le Hamas. Dans le sud de la bande de Gaza, dévastée par près de 9 mois de guerre, des milliers de familles ont fui depuis lundi des secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younes, contraintes de repartir en quête d'eau, de nourriture et d'abri. Par des températures proches de 30 degrés, les déplacés fuyaient à pied ou entassés sur des remorques surchargées au milieu des ruines poussiéreuses de Khan Younes, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza, d'où l'armée israélienne s'était retirée début avril après une bataille de plusieurs mois. Environ 250 000 personnes, selon l'ONU, sont visées par l'ordre d'évacuation émis lundi après des tirs de roquettes vers Israël. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que presque tous les patients de 2 hôpitaux du sud du territoire palestinien, l'hôpital européen et l'hôpital de campagne du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, avaient décidé de fuir.
Et l'ONU dénonce un traitement inacceptable de prisonniers palestiniens. L'ONU a dénoncé hier des informations faisant état d'abus inacceptables, voire de tortures subies par des détenus palestiniens depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre et la guerre à Gaza, et exigé une enquête. Les Nations Unies expriment depuis longtemps leurs inquiétudes quant aux conditions de détention des Palestiniens dans les prisons israéliennes. La situation semble cependant s'être aggravée depuis le début de la guerre. Interrogé sur un récent cas où l'armée israélienne a reconnu que des soldats avaient attaché un Palestinien blessé sur un véhicule militaire lors d'un raid dans la ville de Jenin en Cisjordanie occupée, le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, a répondu que c'est clair que c'est écœurant de voir des traitements totalement inacceptables, a-t-il condamné lors d'un point de presse. Je cite, « Il faut absolument une enquête transparente et indépendante à cet égard pour qu'on puisse savoir ce qui s'est passé et pour faire en sorte que ceux qui ont commis ces actes soient traduits en justice », a-t-il ajouté. Israël a été questionné directement par le Haut-Commissariat sans réponse pour l'instant. Lorsque les autorités israéliennes ont libéré lundi Mohamed Abou Salmiya, directeur de l'hôpital Shefa de la ville de Gaza, ainsi que des dizaines d'autres détenus, ce dernier a affirmé avoir été victime de graves tortures en détention. Et la coordinatrice de l'aide de l'ONU se dit profondément préoccupée, le nouvel ordre d'évacuation de Gaza. La coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour Gaza, Sigrid Kaag, a déclaré mardi qu'un cessez-le-feu et la libération inconditionnelle de tous les otages chargeraient considérablement la donne pour les efforts visant à remédier à la situation humanitaire désastreuse dans l'enclave déchirée par la guerre. Bien que les intentions et les engagements politiques soient importants, a-t-elle ajouté, l'évolution et le changement sur le terrain sont les seules mesures qui, en fin de compte, comptent. Madame Kaag a s'exprimé à New York à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité convoquée par la Russie qui assure la présidence du Conseil ce mois-ci pour discuter de la situation humanitaire catastrophique qui prévaut actuellement à Gaza. L'aide apportée à la population de Gaza reste insuffisante, a-t-elle ajouté, en soulignant la nécessité d'ouvrir de nouveaux points de passage, et en particulier dans le sud de la bande de Gaza, afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Elle a notamment appelé à la réouverture du point de passage de Rafah à la frontière entre Gaza et l'Égypte et a exhorté la communauté internationale à faire davantage pour financer les opérations de secours. La volonté politique est primordiale pour que les mécanismes humanitaires fonctionnent correctement, a-t-elle déclaré. Madame Kaag a déclaré que la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité ont déjà demandé un cessez-le-feu, la libération inconditionnelle de tous les otages, et cela changerait bien sûr la donne en ce qui concerne les conditions sur le terrain et la capacité des Nations Unies et de toutes les autres ONG internationales, organisations non gouvernementales et locales, d'atteindre les gens et de faire leur travail. Fin de citation. Même dossier, mais nous passons au Liban. Une source proche du Hezbollah annonce la mort d'un chef militaire dans une frappe israélienne. Un chef militaire du Hezbollah a été tué hier dans une frappe israélienne visant un véhicule à tir dans le sud du Liban. C'est ce qu'a déclaré une source proche du Hezbollah libanais sur fond de crainte d'une escalade. Le Hezbollah échange quotidiennement des tirs à la frontière avec Israël depuis le 8 octobre pour soutenir son allié palestinien, le Hamas, dans sa guerre contre l'armée de l'occupation israélienne à Gaza. L'agence officielle libanaise ANI a annoncé qu'un drone ennemi avait visé une voiture sur la route Al-Hawsh dans l'est de la ville de Tyr, précisant que la frappe avait fait 2 victimes. Il s'agit du deuxième commandant du Hezbollah tué en moins d'un mois, selon la même source. Le 11 juin, Talib Samir Abdallah, qui était également commandant d'un des 3 secteurs du sud du Liban, avait été tué dans une frappe similaire à Joaïa.
à la frontière israélienne qui avait fait 3 autres morts. Le Hezbollah avait violemment riposté à la mort de Taleb Abdallah en bombardant le nord d'Israël. Plus de 8 mois de violence ont fait au moins 494 morts au Liban, dont environ 95 civils et une majorité de membres du Hezbollah, selon un décompte de l'AFP basé sur les données du Hezbollah et des sources officielles libanaises. Côté israélien, au moins 15 soldats et 11 civils ont été tués selon les autorités. Et nous enchaînons avec cette information. Les partis yéménites reprennent les discussions sur l'échange de prisonniers à Masqat. Le gouvernement internationalement reconnu du Yémen et la milice Houthi ont repris leurs négociations sur l'échange de prisonniers dans la capitale omanaise dimanche, suscitant l'espoir d'un nouvel accord qui pourrait libérer des centaines de prisonniers de guerre. Sous l'égide de l'envoyé de l'ONU pour le Yémen, Hans Gundenberg, et du Comité international de la Croix-Rouge, 5 délégués du gouvernement yéménite et le même nombre de délégués Houthis se sont réunis dimanche à Masqat pour la première session de négociation en vue de parvenir à un nouveau accord d'échange de prisonniers, tandis que les organisations de défense des droits de l'homme demandaient instantanément qu'il soit mis terme aux souffrances des prisonniers de guerre. Majed Fadali, porte-parole de la délégation gouvernementale, a déclaré que le gouvernement yéménite cherchait à parvenir à un accord qui conduirait à la libération de toutes les personnes enlevées et détenues par les Houthis, y compris l'éminent homme politique Mohamed Qahtan. Plus de 800 détenus ont été libérés en avril 2023 à l'issue de négociations entre le gouvernement yéménite et les Houthis. Une autre série de discussions fructueuses entre les deux parties a abouti à la libération de 1000 détenus en octobre 2020. Le gouvernement yéménite a précédemment déclaré qu'il boycotterait les discussions avec les Houthis s'ils ne libéreraient pas Mohamed Qahtan ou n'autoriseraient pas sa famille à le contacter ou à lui rendre visite. De leur côté, les Houthis ont accusé le gouvernement yéménite d'empêcher la réalisation des conditions convenues lors d'un précédent cycle de discussions sur l'échange de prisonniers qui prévoyait des visites dans les prisons de l'autre partie. Et plus de la moitié des Soudanais confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Plus de la moitié des Soudanais, soit 25,6 millions de personnes, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en raison du conflit qui ravage le Soudan depuis avril 2023. C'est ce qu'a indiqué un rapport appuyé par l'ONU. Selon les projections du rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire sur lequel se basent les agences de l'ONU, ce chiffre inclut plus de 755 000 Soudanais confrontés à la famine. Par ailleurs, plus de 8,5 millions de personnes sont en situation d'urgence, dernier palier avant la famine. La guerre qui oppose depuis plus d'un an l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo, a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 9 millions de personnes, selon l'ONU, dans ce pays du nord-est de l'Afrique. Il existe un risque de famine dans 14 zones du Darfour, du Kordofan, d'Al Jazira et de la capitale Khartoum et ses environs. Dans ces régions les plus affectées par le conflit, la situation est particulièrement critique pour les populations piégées par la guerre, affirme le rapport. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.